Cet homme sans abri est assis tranquillement dans le train. La paix ne dure pas longtemps. Un groupe de jeunes voyous fait irruption dans la rame. Ils bousculent 2 passagers, annonçant clairement qu'ils cherchent des ennuis. L'un des passagers leur montre une arme, mais le chef du groupe, Anton, ne recule pas. Lui et ses acolytes réussissent à intimider l'homme armé, qui s'éloigne en expliquant à ses amis qu'ils vont transporter des armes cette semaine. Anton aperçoit le sans-abri et décide que c'est un bon moment pour se faire des amis. Il tente de lui voler son alcool, mais l'homme lui attrape la main et ne la lâche pas. Cet homme n'est pas un sans-abri ordinaire. Il s'appelle John Reese, un ancien agent spécial avec un passé bien chargé. Anton essaie de retirer sa main, mais Reese la retient fermement. Finalement, il la relâche, mais Anton n'est pas content. Il se moque de John en lui disant qu'il n'a pas apporté assez d'alcool pour tout le monde. Ces jeunes ne savent absolument pas à qui ils ont affaire. C'est sûrement pour ça qu'il tente de coincer John. Il réagit instantanément et les neutralise. Il leur casse les mains, frappe dans les parties sensibles et dans la gorge, juste ce qu'il faut pour les faire suffoquer. Tous les 5 finissent au poste. L'officier Carter regarde les images de surveillance, puis entre dans la pièce où John est détenu. Elle plaisante en disant qu'il aurait pu leur en mettre quelques-unes de plus. Elle essaie de bavarder, mais John reste silencieux. Elle élabore alors un plan pour découvrir son identité. Elle lui propose un verre d'eau et remplace son gobelet en plastique par un autre, en le manipulant de l'intérieur pour récolter ses empreintes. Elle remet le verre au technicien médico-légal, qui scanne les empreintes et les compare à la base de données de la police. Ils découvrent l'identité réelle de John et apprennent qu'il a été mêlé à plusieurs scènes de crime. En plus, il est recherché dans 4 pays. Carter voudrait en savoir plus, mais un mystérieux avocat vient rapidement le faire libérer. L'avocat l'emmène auprès de son employeur, Harold Finch, qui veut discuter avec Reese. Finch est un homme riche avec un accès illimité à l'information. Il semble tout savoir sur le passé de John, y compris qu'il boit pour se tuer à petit feu. Finch lui dit qu'il a besoin d'un but, d'un travail. Il l'emmène en plein centre de New York et lui explique que quelqu'un meurt toutes les 18 heures dans la ville. Et s'il pouvait empêcher ça? Finch affirme qu'il possède une liste de personnes qui vont être impliquées dans des crimes. Il montre à John une femme nommée Hansen, lui dit qu'il va se passer quelque chose avec elle, mais il ne sait pas si elle est la victime ou la coupable. Il veut que John la surveille, découvre ce qui va se passer et sauve la personne en danger. John pense que Finch est juste un riche type obsédé par son ex. Il s'en va. Les hommes de Finch essaient de l'arrêter, mais John les neutralise en quelques secondes. Ensuite, il passe du temps à l'hôtel, se rase et change d'apparence. Cette nuit-là, Finch lui joue un enregistrement d'un meurtre qui a eu lieu dans la chambre voisine 3 ans plus tôt. Il lui lance « Encore trop tard », comme pour Jessica. On découvre que John a aimé et perdu une femme. Même s'il est furieux, il décide de travailler avec Finch pour tenter de sauver des vies. Finch l'emmène à son centre d'opération. John comprend que la liste ne contient pas de noms, mais des numéros de sécurité sociale. Il commence à enquêter et réduit les ennemis potentiels de Hansen à 2 hommes, un avocat nommé Wheeler, son ancien compagnon, et un mafieux nommé Pop qu'elle a fait incarcérer. John continue de la suivre, assiste au procès de Pop où le détective Fusco témoigne. Après l'audience, Hansen gronde Fusco pour avoir improvisé. Plus tard, elle rend visite à Pop en prison et lui dit qu'elle pense qu'il est innocent. Grâce à un micro sur son téléphone, John apprend que Pop protège son jeune frère, Michael. Pop s'accuse du meurtre pour éviter que Michael, témoin du crime, soit en danger. Le lendemain, Wheeler fouille l'ordinateur de Hansen. John le soupçonne. Cette nuit-là, les truands retrouvent Michael, mais John intervient et détruit leur véhicule avec un lance-grenade. Ils sauvent Michael et récupèrent leurs plaques, ce sont des policiers corrompus. John les surveille et découvre qu'ils travaillent avec Fusco. Ces flics tuent pour faire taire les témoins, et Fusco fait accuser des innocents. John confronte Finch, qui lui explique que la machine a été créée après le 11 septembre, sur demande du gouvernement. Elle collecte les données de toutes les caméras et micros du pays. Elle produit 2 listes, une pour le terrorisme, l'autre pour les crimes ordinaires. Finch a construit une porte dérobée pour accéder à cette seconde liste, mais il ne reçoit que des numéros. John pense que Hansen est en danger, mais en réalité, elle travaille avec les flics véreux. Ils ont tué Pop, et elle veut éliminer Wheeler. Fusco surprend John et le menace avec une arme. Il l'emmène dans le désert pour le tuer, mais John s'échappe. De retour à New York, les flics vont tuer Wheeler et faire accuser un voyou. Mais John arrive à temps pour les arrêter. Il fait accuser Hansen en truquant des enregistrements. Puis, il fait chanter Fusco pour qu'il travaille pour lui comme informateur. Quelques jours plus tard, John entre dans un ascenseur et parle à un homme nommé Bill. Il lui demande si les fleurs qu'il tient sont pour sa femme, mais John connaît déjà la réponse. Il lui dit que certaines femmes quittent leur mari infidèle, mais que d'autres engagent 2 types pour simuler un vol. John neutralise les 2 hommes qui suivaient Bill et lui conseille de contacter un bon avocat en divorce. La machine fournit un nouveau numéro, une fille nommée Teresa.
Finch emmène John au cimetière et lui explique que Teresa est supposée être morte. Son père, promoteur immobilier, a fait faillite, est devenu fou et a tué sa famille avant de se suicider. Mais si la machine lui a assigné un numéro, c'est qu'elle est en vie. John demande à Fusco de récupérer le dossier. En le lisant, il conclut que c'est un meurtre déguisé. Finch retrouve la trace de Teresa et John tente de la rattraper, mais elle lui échappe. Elle vit de fraude bancaire en volant les données des cartes. John découvre que le tueur, surnommé Solnik, est en prison. Il lui dit qu'il ne tue pas d'enfants. Il a laissé la fille en vie, mais l'a menacée. Teresa tente de vendre des données en ligne, Finch la repère et John la retrouve. Un tueur arrive, mais John le neutralise. Teresa révèle que son père blâmait son oncle Derek pour ses problèmes. John découvre que Derek a tué son frère avec 2 associés pour récupérer ses terres, maintenant qu'elles valent 40 fois plus. Teresa pourrait en hériter, alors ils veulent l'éliminer. John retrouve un des commanditaires et l'écrase avec un camion. Il lui ordonne d'annuler le contrat, mais l'assassinat est déjà lancé. À l'hôtel, le tueur retrouve Teresa, mais John intervient à temps et le tue. Le lendemain, John appelle Carter pour organiser une rencontre. Elle arrive avec des agents, mais trouve seulement Teresa, qu'elle emmène au poste. La jeune fille dit ne pas se souvenir de grand-chose à cause du traumatisme. Plus tard, John cherche Harold dans son bureau, mais il a déménagé. Par téléphone, Finch lui dit qu'il est discret et ne l'appellera que quand ce sera nécessaire. Mais le répit est de courte durée. Un nouveau numéro apparaît. Le nouveau numéro appartient à un homme nommé Joey, un ancien soldat décoré à plusieurs reprises pour sa bravoure. Reese commence à le surveiller. Joey travaille comme groom dans un hôtel. Un jour, il envoie un message étrange, quitte son poste et se rend dans une banque. John le suit et découvre qu'il est impliqué dans un braquage. Il porte un masque pendant que ses complices dévalisent la banque. John est cloué au sol et ne peut rien faire. Un agent de sécurité tente de dégainer son arme, mais John l'en empêche. Ce n'est pas le moment de réagir. Après le braquage, Finch pense qu'il faut transmettre Joey à la police avant qu'un drame se produise. Mais Reese veut comprendre comment un soldat aussi méritant en est arrivé là. Il continue à observer Joey et découvre qu'il appartient à un réseau d'anciens militaires qui commettent des vols organisés. John collecte assez d'informations et se présente à un ancien sergent nommé Sam, propriétaire d'un bar. Il se fait passer pour un ancien marine recommandé par un camarade mort au combat, à la recherche d'un emploi bien rémunéré. Quelques jours plus tard, Finch fait arrêter le chauffeur de l'équipe de braqueurs pour libérer une place. Reese prend sa place et rencontre enfin Joey et son groupe. Pendant ce temps, Carter regarde les images du braquage et remarque que John empêche l'agent de sécurité d'aggraver la situation. John dit à Finch que Joey ne ressemble pas à un tueur. Il fait la différence entre tuer à la guerre et tuer des innocents. Il approche Joey sous prétexte d'une rencontre fortuite et lui demande quand aura lieu leur prochain job. Joey répond que cela dépend de Sam, qui donne les ordres. Il se rapproche encore en provoquant une bagarre avec 2 banquiers. Reese lui demande alors s'il a des enfants. Il a compris que Joey fréquente 2 femmes différentes. Joey reste vague, il dit juste qu'il a des obligations. Peu de temps après, le groupe appelle Reese pour une mission. La police identifie un des membres. Il braque un casino clandestin appartenant à la mafia et s'enfuit juste avant que les policiers n'interviennent. Sam prépare une autre opération, mais Finch pense qu'il est temps de les arrêter. Reese demande un délai. Il veut protéger Joey. Il a appris que l'une des femmes est la petite amie de Joey, et l'autre la femme d'un camarade mort à la guerre. Joey s'est donné pour mission de rassembler de l'argent pour la fille de son ami afin qu'elle puisse vivre sans souci. La femme vient d'avoir un bébé. Reese participe au prochain coup, voler les preuves d'un dossier impliquant un certain Elias. Finch découvre que Sam prévoit de trahir toute l'équipe. Quand ils remettent les dossiers à Sam, celui-ci tue tous les membres, sauf Reese, qui parvient à sauver Joey. Il lui conseille de fuir la ville. Plus tard, Sam remet les preuves à un inconnu, mais quand Reese le retrouve, il est déjà mort. Après tous ces événements, Finch décide d'aller chez le médecin. Il souffre un peu du dos, mais son véritable but est de voler la radio de l'hôpital du Dr Tillman. La machine a donné son numéro, et ils doivent découvrir pourquoi. John commence à la surveiller et comprend que c'est une femme solitaire, absorbée par son travail. Une nuit, elle décide de sortir. Un homme la suit, mais John l'intercepte. De retour dans le club, John reconnaît Andrew, un homme qui avait percuté Tillman plus tôt dans la journée. John l'observe et découvre qu'il transporte de la drogue. Le barman lui apprend que Tillman vient ici tous les soirs, seul. Andrew semble intéressé par elle. John entre dans l'appartement d'Andrew et vole les fichiers de son ordinateur. Avec Finch, il découvre qu'Andrew est un prédateur. Il traque des femmes et a un casier judiciaire datant de l'université, qui a été effacé. Pendant ce temps, Carter examine les vidéos du cambriolage au QG et remarque que l'un des voleurs a brièvement échangé quelques mots avec Finch. Ce soir-là,
John voit Andrew flirter avec Tillman dans le bar. Elle refuse son invitation chez lui, mais le suit ensuite à distance, utilisant une caméra pour zoomer sur lui. John appelle Finch. Ce n'est pas Andrew qui traque Tillman, mais l'inverse. Il demande à Fusco d'obtenir l'ancien dossier d'Andrew. En le lisant, il comprend qu'Andrew a été accusé de viol à l'université, mais le dossier a été classé sans suite. La victime était la sœur du docteur Tillman, qui est ensuite morte d'une overdose. Tillman veut se venger. La machine lui a attribué un numéro parce qu'elle projette de le tuer. Pendant ce temps, Carter rend visite à Finch pour lui demander ce que le braqueur lui a dit. Finchement, il m'a juste dit de ne pas le regarder. De son côté, John découvre que Tillman a acheté assez de produits chimiques pour faire disparaître un corps. Elle prévoit de tuer Andrew puis de dissoudre son cadavre. Reese provoque un accident avec la voiture d'Andrew, remplie de drogue, pour faire intervenir la police. Andrew est arrêté, mais libéré dès le lendemain. Fusco explique que ce type est riche et a des avocats mieux habillés que lui pour toute l'année. Cette nuit-là, Tillman entre chez Andrew, le neutralise avec un tasé, le drogue et le transporte dans un fauteuil roulant jusqu'à sa camionnette. John intervient, l'arrête et lui parle calmement. Il sait qui est dans la camionnette. Il la convainc de ne pas aller jusqu'au bout. Si elle tue, elle perdra ce qu'elle a de plus précieux, elle-même. Elle n'est pas une tueuse, mais une soignante. John emmène Andrew dans un lieu isolé. Il se demande, doit-il le laisser vivre au cas où il changerait, ou le tuer, convaincu que les gens ne changent pas? Il se demande s'il existe encore des gens bons, ou seulement de bonnes décisions à prendre. Il demande à Andrew de l'aider à trancher. L'épisode se termine sur un écran noir. Quelques jours plus tard, la machine fournit un nouveau numéro, celui de Samuel Gates, un juge de la Cour suprême connu pour être juste mais inflexible. John le surveille et remarque que des hommes le suivent. L'un d'eux sort son téléphone, envoie un message, puis le jette à la poubelle. Le message parle de la fin d'école du fils de Samuel. John comprend qu'ils suivent la mauvaise personne. Au même moment, d'autres hommes tentent d'enlever le fil du juge. Reese tente de l'empêcher, mais il est blessé par balle et perd connaissance. L'enfant est kidnappé. Le juge reçoit un appel. S'il veut revoir son fils vivant, il doit obéir sans alerter personne. Dévasté, il accepte. John se rapproche de lui pour l'aider. « Qui êtes-vous » ? « Quelqu'un qui veut vous aider. » Ils se rendent chez le juge. Ce dernier ne comprend pas comment l'alarme a pu être contournée. John part chez la nounou, tandis que Finch tente de pirater les appels. Reese trouve la nounou morte. Les ravisseurs ont probablement obtenu le code auprès d'elle. Finch aide John à retrouver l'un des hommes qu'il avait repéré. John le frappe et découvre un tatouage indiquant son appartenance à un gang appelé SP9, originaire d'Europe de l'Est et désormais actif à New York. Cette nuit-là, les ravisseurs rappellent. Ils ne veulent pas d'argent. Ils veulent que le juge acquitte une femme nommée Angela. Si elle est libérée, le fils lui sera rendu. Le juge explique que c'est une affaire simple de délit de fuite. Finch découvre que le gang SP9 s'est implanté dans 18 pays. Le lendemain, le juge traite l'affaire d'Angela, aide sa défense, mais fait traîner sa décision. Le chef du gang l'appelle, arrêtez de jouer. Mais le juge veut faire les choses proprement. Pendant ce temps, John interroge l'un des ravisseurs et obtient l'adresse d'un lieu où l'argent est remis. Il s'y rend et découvre 500 000 $. Il neutralise les deux gardes. Finch espionne une conversation entre Angela et le chef du gang et comprend. Angela travaille dans une banque développant un logiciel de détection du blanchiment. Elle peut le désactiver en un clic. Elle aide donc le gang. Finch s'infiltre dans la banque et vole des données. John cherche toujours le fils, mais il n'est pas où il pensait. Sans nouvelles, le juge est contraint d'innocenter Angela. Non coupable sur tous les chefs. Le chef du gang appelle le juge. « Viens chercher ton fils ». Mais John sait qu'ils vont le tuer. Lorsque le juge arrive, les hommes l'obligent à dire adieu à son fils. John débarque avec Angela et révèle toute l'affaire. Elle désactive l'algorithme chaque matin pendant 3 minutes pour permettre les transactions illégales. Le chef panique, l'opération est grillée. Il ordonne de tuer tout le monde. Une fusillade éclate. Les truands perdent. Finch remet les preuves à un avocat. Angela et les membres du gang sont arrêtés. John doit désormais se faire passer pour chauffeur afin d'approcher la prochaine cible désignée par la machine. Il entre en contact avec une femme nommée Zoe Morgan, en prétendant être son nouveau chauffeur. Méfiante, Zoe appelle la société pour confirmer son identité, mais c'est Finch qui répond et couvre John. John la conduit à un endroit où elle paie un homme pour obtenir une arme. Pendant ce temps, Finch fouille son appartement et y trouve une autre arme. John en conclut qu'elle a acheté un deuxième pistolet parce qu'il est intraçable. Zoe change de tenue et John la conduit à un événement. Soupçonnant qu'elle pourrait être la future coupable, il décide de la suivre. Lors de l'événement, Zoe remet l'arme à un haut gradé de la police.
Leur conversation révèle qu'un officier a perdu son arme, et Zoé l'a récupérée pour lui éviter des ennuis. Plus tard, John la ramène chez elle. Elle lui dit de revenir le lendemain, à 10 heures précises. Finch demande à John ce qu'il pense de la situation, et ce dernier explique que Zoé est une « fixeuse », elle rend des services pour de l'argent. Des gens comme elle ont probablement de nombreux ennemis. Entre-temps, la police retrouve le corps d'un homme autrefois suspecté dans une ancienne affaire impliquant une femme morte, Marlène Elias. C'était le dossier volé dans un épisode précédent. Carter contacte l'enquêteur qui avait travaillé sur l'affaire. Il lui apprend que Marlène était serveuse dans un bar appartenant à un mafieux. Elle avait une liaison avec lui et voulait qu'il quitte sa femme. Le mafieux s'est lassé d'elle et a engagé un tueur pour la faire disparaître. À l'époque, l'affaire a été étouffée, le mafieux a acheté le silence du système, et le tueur a été relâché. Marlène et le mafieux avaient un fils, et il est possible que ce soit lui qui ait organisé le vol du dossier et tué l'ancien suspect de sa mère. Zoé, de son côté, a des ennuis avec un homme nommé Mark Lawson, héritier d'un empire pharmaceutique. Il l'avait engagé pour récupérer un enregistrement compromettant d'une liaison qu'il avait. Après avoir tué la journaliste en possession de l'enregistrement, il veut maintenant éliminer Zoé pour effacer toute trace. John intervient à temps pour sauver Zoé, tandis que Finch se fait passer pour un gros investisseur dans la société pharmaceutique afin de rencontrer Mark. L'enquête révèle que Mark a tué la femme avec qui il avait une liaison, non seulement pour cacher l'affaire, mais surtout parce qu'elle s'apprêtait à dénoncer un énorme scandale sur un nouveau médicament du laboratoire. John et Zoé s'introduisent dans les bureaux de l'entreprise et récupèrent des fichiers supprimés sur l'ordinateur principal. Finch découvre que le nouveau médicament a un taux de mortalité de 3%, 6 morts sur 200 patients. Un chiffre inacceptable. L'entreprise a probablement soudoyé les autorités pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché malgré tout. Malheureusement, John et Zoé sont capturés. Attachés, ils font face à Mark, qui s'apprête à les tuer. Mais Zoé affirme qu'elle a envoyé une copie du rapport à une personne de confiance. « J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai envoyé une copie à un ami. » Mark tente de négocier avec elle. Zoé accepte de le conduire jusqu'à celui qui a le rapport, en échange de sa vie. Avant de partir, elle glisse discrètement un trombone à John. Il l'utilise pour se libérer, tue le garde, puis part sauver Zoé. L'équipe publie les informations et fait éclater le scandale. L'entreprise pharmaceutique tombe, enfin punie pour ses crimes. En guise d'adieu, John dit à Zoé de rester à l'écart des ennuis. Mais elle lui répond que ce n'est pas une option pour elle.